So it is a great pleasure to welcome among us Michel Barnier. I think he doesn't need any further presentation. Bien, dans ma langue maternelle d'abord, si vous me le permettez, Monsieur le Président, cher Christophe Leitl, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous saluer dans la diversité de vos responsabilités, de vos entreprises, aussi du pays d'où vous venez. Eurochambre compte 40 ou 45 pays associés. Et je trouve que c'est une formidable chance et une formidable force que de pouvoir vous réunir ainsi dans ce Parlement des entreprises, ici au cœur de la démocratie européenne qu'est le Parlement européen. Moi, je ne suis pas un super technocrate bruxellois. Je suis un homme politique depuis maintenant un certain temps et je n'ai rien oublié, rien de ce que j'ai appris sur le terrain dans la région que j'ai présidée pendant près de 20 ans, une région très montagnarde, la Savoie, dans les Alpes, de ce que j'ai appris comme ministre dans mon pays, ou de ce que j'ai appris pendant 2 mandats de commissaire, d'abord en charge de la politique régionale, puis d'un sujet qui est au cœur de votre travail, au cœur de nos défis communs, au cœur de vos engagements. Aujourd'hui, ici, je l'ai vu tout à l'heure dans un sondage, puisque j'étais pendant 5 ans le commissaire au marché intérieur et aux services financiers. Je n'ai rien oublié de ce que j'ai appris au contact si fréquent, toujours constructif, jamais complaisant, avec des entreprises, grandes ou petites, dans ces différentes missions. J'ai toujours ça en tête dans, cher Christian, la mission qui m'a été confiée par le président Juncker, puis par les 27 chefs d'État et de gouvernement, en bonne intelligence avec le Parlement européen, dans cette négociation extraordinaire, très complexe, extraordinairement complexe, qui consiste à séparer de manière ordonnée un grand pays, le Royaume-Uni, de notre Union européenne. Et donc je suis très heureux de répondre à votre invitation pour partager un certain nombre de convictions et aussi d'informations sur cette négociation. En tout cas, pour vous, prendre la parole sur ces sujets, ici, ensemble, c'est le moment, parce que je crois que, comme Anne Mettler le disait tout à l'heure, jamais dans l'histoire de notre Union, nous n'avons été confrontés de l'intérieur et aussi de l'extérieur, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, à autant de défis, de menaces, quelquefois, de challenges. Et donc, c'est vraiment le moment de se rencontrer, de se parler, d'écouter. Et pour nous, du côté de Bruxelles, de la Commission européenne, de tenir compte du point de vue des demandes des entreprises, des chefs d'entreprise dans toute leur diversité. Et si j'en juge, Monsieur le Président, cher Christophe, par les travaux que vous avez menés depuis ce matin, vous êtes au cœur de ces enjeux, aussi bien pour tout ce qui touche la compétitivité européenne, le défi des compétences, la formation, la mobilité, l'intégration des migrants, la lutte contre le chômage des jeunes, pour trouver de nouveaux marchés à travers des accords commerciaux et d'investissement, Cecilia Malmström vous en a parlé, qui doivent bénéficier aussi aux PME, pas seulement aux grandes entreprises, et tout en encourageant le développement durable, et enfin pour investir ensemble dans les technologies du futur, approfondir notre marché unique et l'adapter à la nouvelle réalité numérique. Voilà des exemples de projets positifs qui correspondent d'ailleurs aux engagements et aux initiatives, je pense au plan Juncker, engagé par la Commission européenne. Sur tous ces sujets, les 27 pays qui vont rester ensemble dans l'Union européenne doivent se concentrer pour bâtir une union plus forte, en s'appuyant, mesdames et messieurs, sur ce qui constitue, à mes yeux, notre
principal atout, notre principal capital, notre Einheitsmarkt, le marché unique. En ce que le marché unique n'est pas seulement ou est bien davantage qu'une union ou une zone de libre-échange. Il a été au début, mais il est devenu bien plus que cela. C'est un écosystème que nous avons construit ensemble, et souvent d'ailleurs sous l'impulsion de vos chambres et de vos représentants professionnels, avec des normes communes, des standards communs, des certifications communes, des droits communs aussi, notamment pour les consommateurs, une régulation commune, une supervision commune et au-dessus de tout, une juridiction commune. C'est ça le marché unique, tel qu'il est devenu, et tel d'ailleurs que nous l'avons construit depuis une vingtaine d'années avec les Britanniques. Et j'ai beaucoup travaillé avec Eurochambre et vos représentants lorsque j'ai eu l'honneur d'être commissaire du marché unique. Je pense notamment à des sujets importants comme la simplification des marchés publics, et Dieu sait s'ils avaient besoin d'être simplifiés, ou à la création, enfin, d'un brevet unique européen. C'était cet agenda positif, un agenda de progrès pour l'Europe, pour les Européens, que doit être dédié l'unité des 27. On a beaucoup parlé, depuis que cette négociation avec les Britanniques a commencé, de l'unité des 27 qui paraissait improbable. Elle est d'abord liée à la volonté personnelle, à l'engagement des 27 chefs d'État et de gouvernement, du président Tusk, du président Juncker, du président du Parlement européen. Mais elle est aussi liée à un travail que nous avons fait, que j'ai l'honneur de faire, que je continuerai, pour écouter tout le monde, pour parler à tout le monde. Jamais nous n'avons conduit dans l'histoire de l'Europe une négociation aussi importante dans un tel degré de transparence avec les 27 États membres, avec le Parlement européen, et je maintiendrai cette méthode jusqu'au bout parce qu'elle est la clé de la confiance des 27 pays et du Parlement. Et c'est aussi dans cet esprit que je continuerai d'expliquer, d'écouter dans chacune des capitales non seulement les gouvernements, le Premier ministre que je retrouve à la table du Conseil européen, mais aussi les syndicats et les représentants professionnels, vos organisations dans chaque pays. Je continuerai à faire ce travail parce qu'il a la clé de l'unité. Je pense que c'est en fixant un cap à moyen et long terme que nous relèverons les défis auxquels l'Europe doit faire face. Et parmi ces défis, il y a effectivement le Brexit, qui crée, je le sais, beaucoup d'angoisse. Je pense notamment aux citoyens et à leur statut, qui crée beaucoup d'inquiétudes pour beaucoup d'entrepreneurs ou de collectivités qui sont inquiets des incertitudes créées par le Brexit. Voilà, je voudrais, face à ces inquiétudes, vous dire clairement où nous en sommes et ce qu'il reste à faire pour trouver un accord, en tout cas dans cette phase avec les Britanniques sur le Brexit, c'est-à-dire l'organisation d'un retrait ordonné plutôt que désordonné. Let me switch to English, if I may, ladies and gentlemen. On 29 of March next year, which happens to be your birthday, Yeah. You know, I'm surprised. It's not clearly linked, but I know it's your birthday this day. In less than 6 months, the UK will leave the European Union. We have always respected the UK's sovereign decision to leave the European Union, even if we regret profoundly this vote. But we respect its decision to leave the single market, its decision to leave the customs union. And we are doing our best to reach a deal on the UK's orderly withdrawal. Since the beginning of this negotiation, we had made good progress. In fact, a lot of the withdrawal agreement has been agreed with the UK. If you look at this
paper copy of the draft treaty, 168 articles, 2 or 3 protocols on Gibraltar, Cyprus and Ireland. More or less 80–85% of the content of this project has been agreed in green with the UK for the moment. However, some difficult issues are being left until the end. We must agree on the governance of the withdrawal agreement and on a very key issue for the agricultural economy, the geographical indications that are currently protected in the 28 EU member states. Above all, we need to agree on how to avoid a hard border between Ireland and Northern Ireland for many reasons, for political, human and economic reasons. Ladies and gentlemen, the UK wants to leave and will leave the single market and the customs union. This means that there must be checks on goods travelling between the EU and the UK, and that checks do not exist today. Customs and VAT checks and compliance checks with our standards to protect our consumers, our economic traders, and to protect your businesses. We have agreed with the UK that these checks cannot be performed at the border between Northern Ireland and Ireland. A crucial question is therefore where they will take place. The EU is committed to respecting the territorial integrity and constitutional order of the UK, just like the UK has committed to respecting the integrity of our single market, including Ireland, obviously, just to mention the very right words of Fiona Condon a few minutes ago. Therefore, the EU proposes to carry out these checks in the least intrusive way possible. For customs and VAT checks, we propose using the existing customs transit procedures to avoid doing checks at a physical border point. Let me be more specific on this point, because I think that many of your companies are or could be concerned by these future relations. Companies in the rest of the UK would fill in their customs declarations online and in advance when shipping goods to Northern Ireland. The only visible systematic checks between Northern Ireland and the rest of the UK would involve scanning the barcodes on the lorries or containers, which could be done on ferries or in transit ports. These arrangements already exist within EU member states. In many of our countries, in particular, those with Ireland, for example, between mainland Spain and the Canary Islands. Number two, for regulatory checks on industrial goods, for instance, this could be carried out by market surveillance authorities. Again, this would not need to happen at the border, but directly in the market or at the premises of companies in Northern Ireland. This leaves the health and phytosanitary checks for live animals and products of animal origin. EU rules, our rules are very clear, and I know them quite well as a former agriculture minister in France. Such checks must happen at the border because of food safety and animal health reasons. And obviously, in the future, the island of Ireland will remain and must remain a single epidemiologic area, obviously. But such checks already exist in the port of Larne and Belfast in Northern Ireland. However,
they would have to cover 100% rather than 10% of live animals and animals-derived products, which would involve a significant change in terms of scale. President, Chairman, ladies and gentlemen, both the EU and the UK exclude having a physical border on the island of Ireland. Therefore, what will arrive into Northern Ireland will also be arriving in our single market. There will be administrative procedures that do not exist today for goods travelling to Northern Ireland from the rest of the UK. Our challenge is to make sure those procedures are as easy as possible and not too burdensome, in particular for smaller businesses. I understand why such procedures are politically sensitive, but let me make 3 remarks on this point. First, Brexit was not our choice. It is the choice of the UK. Our proposal tries to help the UK in managing the negative fallout of Brexit in Northern Ireland in a way that respects the territorial integrity of the UK. Second, our proposal limits itself to what is absolutely necessary to avoid a hard border, customs procedures and the respect of the EU standards for products. It does not include measures on free movement of EU citizens, services, healthcare, or social or environmental policy. But the common travel area will continue as today between UK and Ireland. And yet our proposal gives Northern Ireland benefits that no part of the third country enjoys. In particular, continued access to the single market for goods and continued benefits from the EU free trade agreements. Our proposal also includes the continuation of the island's single electricity market as requested by the UK. Over the past week, we have met the leader of all Northern Irish political parties, many of whom I have met before, and many of whom I will meet again. My door will remain always open. And my team met on Monday a group of Northern Irish business leaders and a group representing local government. Naturally, there were questions, doubts, and worries about our proposal and Brexit in general. But most conversations focused on the added value for Northern Ireland so long as we can mitigate the burden of doing checks. Third, our proposal is just a safety net, a backstop. It is needed because the details of the future relationship between UK and EU will only be negotiated after the UK's withdrawal, but the future relation in itself might mitigate the necessary checks or even make some unnecessary. For instance, a veterinary agreement between EU and UK would mean less frequent inspections of live animals. And we are still open to the idea of having a customs union with the UK. Such a customs union would eliminate an important part of customs checks. Chairman, ladies and gentlemen, apart from the issue of Ireland and Northern Ireland, which is key, the withdrawal agreement will include other important issues on which we already agreed with the UK. And these issues are important, sometimes very important, for your businesses, your employees, and your regions. In particular, we already agreed that European citizens who arrived in the UK before the end of 2020, today more than 3.5 million European citizens living and working in the UK. It would be the same, and the reciprocity was clear for the British citizen living and working in the EU.
All the citizens who moved to other EU countries before that date can continue to live their lives as before, who remain in close contact with organisations representing the citizens concerned, most notably to discuss the implementation of the withdrawal agreement. Number two, all financial commitments undertaken by the 28 EU member states will be honoured at 28. That means that, for instance, for the European Social Fund or for the cohesion policy, for the regional policy, all current programmes will continue with the UK participation until the end of the financial pluriannual period. Number three, the UK will retain all the rights and obligations of a member state for the transition period until the end of 2020 as at its request. And this will leave time for businesses to prepare, and this will leave time also to finalise the future relationship. But to be clear, in front of you, all these points will enter into force on the condition that we agree on the whole withdrawal agreement, which must be ratified, I hope at the beginning of next year, one side by the UK and on our side by the EU Parliament. The EU Parliament will have the last word in this negotiation, the first stage of the negotiation for the withdrawal agreement. Mesdames et Messieurs, au-delà d'une séparation qui est difficile, comme toutes les séparations, comme tous les divorces, et que nous souhaitons ordonner, le plus important, évidemment, dans l'intérêt commun de nos pays, de la stabilité économique, de la croissance, ce sera évidemment notre futur partenariat avec le Royaume-Uni. Cette future relation, nous devons en définir maintenant les contours, le cadre et les paramètres. Pour être clair, c'est ensuite qu'elle fera cette future relation l'objet de nouvelles négociations, en fait de plusieurs négociations, sans doute une dizaine de tables de négociations parallèles qui commenceront en avril 2019, au moment où le Royaume-Uni sera sorti des institutions, sera devenu un pays tiers. Nous commencerons, sur la base de la déclaration que nous préparons, qui fixe le cadre, nous commencerons les négociations dans une dizaine de domaines pour aboutir à la fin 2020, c'est un temps très court, à une négociation complète avec la nouvelle relation, le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Nous travaillons donc avec les Britanniques, en parallèle de l'accord de retrait, sur cette déclaration politique conjointe qui décrira le cadre de notre future relation. Au mois de mars dernier, les chefs d'État et de gouvernement, le président du Conseil européen, Donald Tusk, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, ont clairement exprimé la volonté d'un partenariat ambitieux, très ambitieux, avec le Royaume-Uni pour l'avenir, et c'est une ambition qui est partagée ici par le Parlement et son président Antonio Tajani. Dans nos discussions avec le Royaume-Uni, nous tenons évidemment compte des positions qui sont exprimées par le Royaume-Uni, en particulier dans ce document qui s'appelle le White Paper, issu de la réunion de Chequers. Et depuis juillet, nous avons beaucoup discuté sur tous les chapitres avec les négociateurs britanniques au niveau technique et au niveau politique. Voilà pourquoi ce White Paper, j'ai toujours dit et pensé qu'il est utile, puisqu'il nous permet de faire ce benchmarking entre notre proposition pour l'avenir et les propositions ou les demandes britanniques et de trouver tous les points de convergence. Nous en avons trouvé beaucoup, par exemple dans le domaine de la sécurité intérieure, de la politique étrangère, de la coopération militaire en matière de défense. Nous avons trouvé beaucoup de points de convergence sur toutes les coopérations sectorielles qui intéressent beaucoup de vos entreprises, notamment en matière de transport, d'aviation, par exemple. Nous avons aussi trouvé des convergences sur la participation du Royaume-Uni au programme de l'Union, aux politiques de l'Union, comme nous le faisons avec d'autres pays tiers, la Norvège, la Suisse, Israël.
par exemple en matière de recherche, où nous utiliserons les outils dont nous disposons pour nos relations avec les pays tiers. Et enfin, nous avons également trouvé des convergences dans l'objectif sur certains domaines où nous sommes prêts à utiliser des outils unilatéraux que nous avons entre les mains pour mieux coopérer avec le Royaume-Uni, par exemple en matière de services financiers ou de protection de données. Sur notre partenariat économique, au-delà de tous ces points de convergence qui sont acquis, il reste des positions britanniques dans le white paper qui ne correspondent pas aux guidelines et à mon mandat du côté européen. Nous sommes d'accord, et c'est important pour Eurochambre et pour vous, pour fonder notre future relation sur une zone de libre-échange, Free Trade Area, sans tarifs et sans quotas. C'est un point très important. Mais nous avons, au-delà de ce Free Trade Area sans tarifs et sans quotas, nous avons 2 points de divergence avec les propositions britanniques, parce que ces 2 points sont clairement contradictoires avec les fondations de notre marché unique, de votre marché unique. D'abord, en matière douanière, le Royaume-Uni voudrait conserver l'autonomie d'une politique commerciale, pouvoir négocier ses propres accords avec les Américains, les Chinois et d'autres, tout en restant dans notre espace douanier. Ainsi, il pourrait pratiquer des tarifs inférieurs aux nôtres à l'entrée aux frontières extérieures, tout en restant dans un marché unique des biens avec nous. Cela, de notre point de vue, pourrait provoquer un risque de détournement des flux commerciaux au détriment de nos entreprises. Le Royaume-Uni voudrait appliquer ses propres tarifs extérieurs aussi, tout en collectant pour nous les droits de douane européens. Cela entraînerait une perte de contrôle pour nous de notre collecte des revenus fiscaux, qu'il s'agisse des droits de douane pour le budget européen ou des revenus de TVA pour les États membres. Nous savons que le Royaume-Uni, c'est la raison même du référendum, souhaite retrouver le contrôle de ses frontières, de ses politiques, de son argent. Et nous respectons ce choix, mais le gouvernement britannique doit, dans le même esprit, accepter que nous conservions la gestion et le contrôle de nos frontières extérieures et de nos frontières douanières. Un autre point de divergence concerne, au-delà des douanes, le cadre réglementaire pour les biens. Le Royaume-Uni a demandé à s'aligner sur une partie importante de nos standards pour les biens, les marchandises, mais une partie seulement, afin de conserver une participation identique à celle d'aujourd'hui pour notre marché intérieur, mais pour les biens seulement. Et en même temps, il souhaite rester libre de diverger sur l'ensemble des réglementations qui s'appliquent aux facteurs de production de ces biens, qu'il s'agisse des services, du travail, du capital, des normes sociales ou des normes environnementales. Chacun ici comprend qu'un tel système de marché unique à la carte reviendrait à offrir au Royaume-Uni et à ses entreprises un avantage compétitif majeur par rapport aux entreprises qui travaillent dans le marché unique. Je prends juste 2 exemples pour me faire comprendre. Dans le coût réglementaire des produits chimiques que beaucoup de vos entreprises utilisent, 31% du prix réglementaire des produits chimiques, je ne parle pas des matières premières, des prix réglementaires est lié au respect des normes du produit que de toute façon tout exportateur doit respecter pour entrer dans notre marché. C'est par exemple la réglementation REACH. Mais 69% du prix réglementaire des produits chimiques est provoqué par le respect des autres réglementations de l'Union, par exemple les normes environnementales. Et c'est sur cette partie-là que les Britanniques voudraient rester capables de diverger avec nous. Et pour l'acier, les prix, les chiffres sont encore plus éloquents. Vous savez bien, mesdames et messieurs, que dans certains secteurs économiques où les marges sont faibles, des divergences mineures sur la réglementation peuvent provoquer un avantage comparatif important pour le Royaume-Uni s'il restait dans le marché unique des biens en divergeant sur tout le reste. Et c'est la raison pour laquelle
Beaucoup de chefs d'entreprise, y inclus au sein d'Eurochamp, Monsieur le Président, nous ont demandé clairement, dans tous les pays de l'Union, de ne rien faire qui fragilise dans cette négociation le marché intérieur. Ce marché intérieur représentera toujours, après le Brexit, 60%, parfois plus, de nos échanges commerciaux et le sondage que vous avez fait tout à l'heure montre clairement votre attachement à ce marché intérieur. Voilà, c'est en tenant compte de ces principes, indivisibilité des 4 libertés, intégrité du marché unique, autonomie de décision des 27 pays membres, mais aussi en tenant compte des lignes rouges britanniques que nous avons proposé au Royaume-Uni un partenariat qui soit fondé sur un accord de libre-échange ambitieux, sans doute accompagné d'une coopération douanière, d'une coopération réglementaire et aussi d'un level playing field à la hauteur d'un tel accord de libre-échange. C'est bien ce partenariat que nous voulons esquisser dans notre déclaration politique commune avec les Britanniques et qui constituera le socle de notre future relation économique. Et rien ne nous empêchera, après, d'enrichir cette relation au cours de la négociation, à condition que les principes soient respectés. Voilà, je voudrais conclure ce propos en évoquant juste 1 ou 2 points sur les conditions de cette négociation qui se poursuit intensivement cette semaine, jour et nuit, dans l'objectif qui est le nôtre, qui a été fixé par les 27 dirigeants européens et du Parlement, qu'un accord soit à portée de main, si nous allons au bout de cette négociation, le 17 octobre, mercredi prochain, à l'occasion de la réunion du Conseil européen. C'est ainsi que nous essayons de maximiser les chances d'un retrait ordonné et de minimiser les coûts du Brexit pour l'économie et pour vos entreprises. Parce qu'en fait, en cas de no deal, et j'entends souvent, je vois beaucoup de commentaires sur l'hypothèse de no deal, nous savons que ces coûts seraient très élevés. D'abord pour le Royaume-Uni, mais aussi pour certains secteurs économiques. Voilà pourquoi le no deal n'a jamais été notre scénario, même si notre responsabilité est d'être préparé à toutes les options. Voilà, je voudrais être sincère avec vous. Même dans le cas d'un accord, et je travaille pour un accord avec mon équipe, il y aura des adaptations pour beaucoup de vos entreprises en raison du choix britannique. Ça ne pourra pas être business as usual. Et pour aider vos entreprises à faire face à ces adaptations, la Commission européenne, le secrétariat général ont publié plus de 70 notices qui sont à votre disposition, qui concernent tous les secteurs concernés par le Brexit, le commerce électronique, le transport maritime, le marché de l'énergie, les services financiers et bien d'autres. Et je voudrais, Monsieur le Président, remercier Eurochambre de son appui pour vous accompagner dans cette préparation. La task force que je dirige reste aussi à votre disposition. Voilà. Je voudrais juste conclure par un mot plus personnel, Mesdames et Messieurs. À la place qui est la mienne comme responsable de cette négociation, sous le contrôle des dirigeants européens et du Parlement européen. Je voudrais vous dire ce que je pense, comme quelqu'un qui, lorsqu'il a voté pour la première fois dans son pays, en 1972, j'avais 21 ans, nous avons eu un référendum en France à cette époque sur l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège. Et j'ai voté oui. J'ai fait campagne pour le oui, bien qu'étant à l'époque, comme toujours aujourd'hui, membre du parti gaulliste dans mon pays. Et je n'ai jamais regretté ce vote. Jamais. Parce que je pense que l'union fait la force, que déjà à cette époque, encore plus aujourd'hui, il vaut mieux être ensemble à 28, 27 bientôt, pour se faire respecter, pour défendre nos intérêts, pour défendre nos valeurs et pour être à la table de ceux qui vont organiser l'ordre ou le désordre du monde dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Donc je regrette ce vote et je pense qu'il vaut mieux être ensemble. Je pense que le Brexit n'a aucune valeur ajoutée. Aucune. C'est une négociation négative. C'est un lose-lose game. Lose-lose game. Et son issue est importante. Au-delà de notre relation avec le Royaume-Uni, pour l'avenir de toute l'Europe. J'en suis convaincu. Nous nous efforçons
de notre côté, d'aboutir à un accord le plus juste et le plus précis pour la séparation et le plus ambitieux pour l'avenir, en défendant les intérêts des citoyens, notre priorité, des entreprises européennes et en préservant les fondations du projet européen. Et pour y parvenir, mesdames et messieurs, en ce qui me concerne, je continuerai à mener cette négociation jusqu'au bout, au nom de l'Union, en respectant les principes que je viens d'évoquer, du Parlement européen, des dirigeants européens, tels qu'ils ont été édictés au lendemain même du référendum. Et je le ferai, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avec le même calme, sans aucun esprit de revanche, sans aucune agressivité, avec le même respect, beaucoup de respect, pour un grand pays qui, en toute hypothèse, restera notre allié et notre partenaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Michel Barnier.